Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Crime vous propose ce soir 3 faits divers saisissants sur fond de traîtrise, de convoitise et de manipulation. Crime spécial meurtre crapuleux, c'est tout de suite. À 40 ans, Stéphane aime l'argent facile, possède un casier judiciaire et a même été condamné à 5 mois de prison pour recel. Un palmarès qui ne l'empêche pas d'être un homme respecté et très apprécié de son entourage. Mais le 13 août 2012, alors qu'il a rendez-vous avec sa fille, le quadragénaire est aux abonnés absents. Il ne donnera plus jamais signe de vie. Alors, où est Stéphane? Qu'est-il arrivé au père de famille? Et son goût pour l'argent lui aurait-il été fatal? Il s'est aperçu que tous ses papiers étaient là. Il ne manquait que son permis de conduire et son téléphone. Sa carte bancaire était là, ses papiers d'identité étaient là, ses vêtements étaient là, donc bon, c'était voilà, très suspect. À 25 ans, Frédéric est un jeune motard passionné et sans histoire qui doit sa première acquisition à des mois d'économie et de sacrifice. Mais le 28 septembre 2008, sa moto va devenir la convoitise d'individus prêts à tout pour obtenir ce qu'ils veulent. Lors d'une violente agression, Frédéric reçoit un coup de couteau mortel. Alors, qui sont les agresseurs du jeune motard? Pourquoi l'avoir tué? Et n'en voulait-il réellement qu'à sa moto? On comprend assez rapidement qu'il se passe des choses, mais qu'il y a une omerta, une loi du silence qui s'impose. Roland est un quinquagénaire divorcé. Conseiller municipal de sa commune vendéenne depuis plusieurs années, il est de nature discrète et réservée. L'homme de 57 ans est surtout connu de tous pour sa gentillesse et sa bienveillance. Alors quand le 21 décembre 2013, son corps est retrouvé nu et à moitié calciné dans le coffre de sa voiture, c'est la stupeur dans toute la région. Comment un homme autant apprécié a-t-il pu connaître une fin aussi tragique? L'élu vendéen avait-il des secrets? Et qui se cache derrière ce crime sordide? Ça a été d'abord l'incompréhension, et puis ensuite ça a été le rejet. Je me dis, mais c'est pas possible, pas lui. Crime spécial meurtre crapuleux seront tout d'abord sur les bords de la Garonne, à Floirac, une commune de l'agglomération de Bordeaux. Au cœur de l'été 2012, Stéphane, 40 ans, se volatilise mystérieusement. Voici cette affaire tragique pour crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le récit funeste de Stéphane. Un personnage nébuleux, tué pour une sombre histoire d'argent. Un meurtre crapuleux qui, aujourd'hui encore, n'a pas livré tous ses secrets. Quelqu'un lui devait une somme et que de l'ordre peut-être de 10 000 €, et que ça commençait à l'énerver, qu'il n'arrivait pas à la récupérer. Et il était question justement que Stéphane, à ce moment-là, le lendemain, se rende auprès de cette personne pour récupérer manu militari, s'il le fallait, cet argent. Nous sommes à Floirac, dans le département de la Gironde. Cette modeste ville de 17 000 habitants est animée par de nombreuses zones d'activité, grâce notamment à sa proximité immédiate avec Bordeaux. Floirac est une agglomération, en fait une ville qui est en périphérie de Bordeaux, de l'autre côté du fleuve, de l'autre côté de la Garonne. C'est une ville ouvrière qui
où il y a quelques difficultés effectivement sur le plan de la criminalité, voilà. Mais bon, sans plus, ça n'a rien à voir avec les cités qu'on peut connaître en région parisienne ou autre. Pourtant, Floirac va être le théâtre d'un fait divers sans précédent dans la commune. Le 13 août 2012, par une belle journée d'été, Stéphane a rendez-vous avec sa fille pour réparer sa voiture. Mais les heures passent et l'homme de 50 ans n'est toujours pas là. J'ai beau l'appeler, et il est sur messagerie, donc je comprends pas, mais je me dis peut-être qu'il a oublié le rendez-vous. Je commence à être inquiète, je sais qu'il aime bien partir en week-end, etc. Donc je me dis peut-être qu'il est parti, il n'a pas pris son chargeur, maintenant ça peut arriver, on ne sait jamais. Pendant plusieurs jours, Charlotte tente d'appeler son père. En vain. Alors que les autres membres de sa famille n'ont pas non plus de nouvelles, cette disparition devient suspecte. Et notamment pour le beau-frère de Stéphane. Il part jamais sans prévenir puisqu'il a un perroquet. Et s'il part, il revient toujours pour son perroquet. Il part une journée, il rentre. Il rentre pour s'occuper de son oiseau. Depuis sa séparation avec la mère de sa fille, Stéphane habite un logement indépendant au rez-de-chaussée de la maison familiale. Peu inquiets jusque-là, ses parents décident finalement, à la fin du mois d'août, de pousser la porte de son appartement. Ils sont aperçus que tous ses papiers étaient là. Il ne manquait que son permis de conduire et son téléphone. Sa carte bancaire était là, ses papiers d'identité étaient là, ses vêtements étaient là, donc bon, c'était voilà, très suspect. Et c'est pour ça que, au bout de 15 jours quand même, ils sont venus signaler sa disparition. Alors, où se trouve Stéphane? Pour quelles raisons ne donne-t-il plus signe de vie? Et sa disparition est-elle volontaire ou a-t-il été victime d'un accident? À Bordeaux, le 3 septembre 2012, la police judiciaire est avertie de la disparition de Stéphane. Afin d'établir son profil, les enquêteurs décident d'auditionner ses proches. C'est quelqu'un qui aime la vie. Il aime s'amuser, il aime sortir, il aime manger, il aime rigoler. C'est un clown. Il peut vous faire passer une soirée mort de rire du début jusqu'à la fin de la soirée. Mais derrière cette apparence joviale, le quinquagénaire est également un homme qui sait se faire respecter. Stéphane, physiquement, est un homme qui est grand, qui est plutôt costaud, enfin dans le sens musclé. Il a fait des arts martiaux, il pratique des sports. C'est quelqu'un qui en impose. Ancien manutentionnaire dans une entreprise de carrelage, Stéphane est au chômage depuis quelques années. Malgré ses faibles revenus, il cultive une grande passion pour le poker et les cercles de jeu. Mon papa, c'est quelqu'un qui se passionne, oui. Donc, il passe pas mal de temps à jouer au poker. Il se passionne, qui apprend, voilà, puisqu'il va même dans une école pour apprendre, se perfectionner. Il lit des livres. Il vient aussi faire des parties de poker à la maison avec des amis à moi. Il va faire des petits concours, s'amuser, mais non, il ne fait pas partie. C'est pas un joueur qui joue des sommes exorbitantes. Hein. Non, Stéphane n'est pas comme ça. Hein. Pourtant, les enquêteurs découvrent rapidement que Stéphane aime l'argent facile et qu'il a un casier. À la fin des années 80, il a même été condamné à 5 mois de prison pour recel. Stéphane est un opportuniste d'instant où il peut gagner un peu d'argent, quelle que soit la manière. Bon, ben voilà, il le fait. Il fait des petits boulots, des petits larcins. Voilà, il vit de ça. Il n'a pas une vie très stable. Stéphane aurait-il replongé dans les arnaques?
Pour l'heure, les policiers n'écartent aucune piste et exploitent toutes les données qu'ils ont entre les mains pour tenter de le localiser. L'étude de sa téléphonie a montré que son téléphone n'avait plus émis aucun appel, il n'avait reçu aucun appel depuis le 13 août vers midi. Le 13 août, soit le jour où Stéphane avait rendez-vous avec sa fille. Depuis, plus de nouvelles. Pour les enquêteurs, cette disparition semble de plus en plus étrange. Et ils se demandent si la famille du disparu ne leur cacherait pas quelque chose. Déjà le père qui vient signaler la disparition de son fils alors qu'il n'a plus en contact avec lui depuis... officiellement il n'a plus de contact. Sa mère qui vit au-dessus, qui ne signale pas rapidement sa disparition. Après de nouvelles auditions, le père de Stéphane fait finalement des révélations aux policiers bordelais. Cette disparition pourrait être reliée à un vol, une somme de 55 000 € chez un voisin âgé de 85 ans, dont son ex-femme s'occupe. Elle fait le ménage, la cuisine, elle fait les courses. Et qu'il est soupçonné, il est possible que Stéphane en fait soit l'auteur du vol. Ce vol a eu lieu 9 mois seulement avant la disparition de Stéphane. Et le voisin n'a jamais porté plainte. Alors, ces deux événements sont-ils liés? L'homme de 50 ans est-il l'auteur de ce vol? Et le voisin se serait-il fait justice lui-même? Le 10 septembre 2012, alors qu'une enquête pour disparition inquiétante est officiellement ouverte, les policiers interrogent le voisin de Stéphane. L'homme assure qu'il s'est bien fait voler 55 000 € et qu'il a de forts soupçons sur le quinquagénaire. Alors qu'ils ignorent si le vol et la disparition ont un lien quelconque, les enquêteurs décident de perquisitionner le domicile de Stéphane. On a trouvé déjà un appartement extrêmement sale et très mal rangé, avec un oiseau laissé en liberté, donc vous imaginez ce que ça peut donner. Et on a fouillé un peu partout et on a découvert des munitions et découvert également des billets de banque. C'était une somme assez modique, sans rapport avec l'argent qui avait été dérobé chez le voisin. C'était, je crois, une centaine d'euros. Moins d'un mois après sa disparition, alors que le quinquagénaire reste introuvable, un élément va venir relancer l'enquête. La voiture de Stéphane est retrouvée sur un parking. Pas à Floirac, ni à Bordeaux, mais à Arcachon, à 70 km de là. Et on voit qu'elle est couverte de poussière, ce qui laisse entendre que ça fait un moment qu'elle est positionnée à cet endroit. Les portes sont fermées, elles ne sont pas verrouillées. Et on retrouve la clé du véhicule dans le vide-poche central entre les deux sièges avant. La police scientifique passe la voiture de Stéphane au peigne fin. Mais aucune empreinte, ni élément pouvant mettre sur la trace du disparu n'est retrouvé. Toutes les hypothèses sont alors permises. On me parle d'un départ en train, peut-être qu'il a fui. On me parle d'un suicide, peut-être qu'il a voulu mettre fin à sa vie et que du coup il a posé la voiture là et puis on ne sait pas où il est. Et du coup, je me pose beaucoup de questions. Afin de répondre à cette énigme, les enquêteurs décident d'interroger la dernière personne à avoir été en contact téléphonique avec Stéphane. Il ne s'agit pas de sa fille, mais d'un certain Nicolas, 32 ans. Les deux hommes se connaissent depuis 2008. Ils ont travaillé ensemble et nouent une relation toute particulière. On sent des rapports un peu paternalistes de Stéphane vis-à-vis de Nicolas, compte tenu de la différence d'âge. Et puis,
il y a des choses que Stéphane ne sait pas faire. Les démarches sur Internet. Et puis, ils jouent quand même au poker ensemble. Et Nicolas va initier, à l'évidence, Stéphane pour lui apprendre à jouer au poker sur Internet. Au cours de son audition, Nicolas, lui aussi très surpris de la disparition de son ami, confirme qu'il l'a bien eu au téléphone dans la matinée du 13 août. Ils ont échangé des communications ou des SMS qui nous expliquaient que Stéphane avait l'intention de monter une entreprise de location de véhicules de luxe avec chauffeur et il lui avait demandé justement de l'aider dans cette démarche. Et c'est pour ça que le lundi 13 août, ils devaient se voir. Face aux enquêteurs, il explique que son ami est venu chez lui vers 13 h. Si Stéphane a bien récupéré des papiers pour son entreprise, Nicolas assure qu'il a également tenu des propos très surprenants. Il laisse entendre que Stéphane a peut-être eu l'intention de refaire sa vie. Il ouvre cette porte-là en disant mais peut-être qu'il est tout simplement parti pour refaire sa vie ailleurs. Les déclarations de Nicolas laissent sceptiques les enquêteurs. Pourquoi un homme voudrait-il changer de vie alors qu'il travaille sur un nouveau projet professionnel? Les policiers sont encore plus perplexes lorsque la nouvelle compagne de Stéphane leur apprend que la veille de sa disparition, il a eu un intrigant échange téléphonique. Il lui a confié que quelqu'un lui devait une somme et que de l'ordre peut-être de 10 000 € et que ça commençait à l'énerver, qu'il n'arrivait pas à la récupérer. Visiblement, et il était question justement que Stéphane, à ce moment-là, le lendemain, se rende auprès de cette personne pour récupérer manu militari, s'il le fallait, cet argent. Alors, avec qui Stéphane avait-il rendez-vous? À quoi correspond cette dette d'argent de 10 000 €? Et Nicolas cache-t-il quelque chose aux enquêteurs? À la police judiciaire de Bordeaux, les enquêteurs ont le sentiment que Nicolas, l'ami de Stéphane, ne leur dit pas toute la vérité. Pourtant, au premier abord, l'homme de 32 ans semble avoir une vie bien rangée. C'est un garçon qui est gentil, qui est très apprécié de ses amis, de ses proches, et qui n'a jamais fait entendre parler de lui au niveau des services de police. Quelqu'un qui avait une vie de famille rangée, puisqu'il a une petite fille qu'il reçoit en droit de visite parce que suite à une séparation. Comme Stéphane, Nicolas est au chômage et touche 900 € d'allocation par mois. Mais lorsque les enquêteurs épluchent ses comptes bancaires, ils découvrent que le trentenaire a des revenus suspects. On s'aperçoit que celui-ci présente très peu de mouvements, à exception quand même de dépôts d'espèces de 500 à 1000 € par mois, soit pendant peut-être 8-9 mois. Et ces dépôts sont à chaque fois réalisés avec des billets de banque d'une valeur faciale de 500 €. Fort de ces informations, les policiers poursuivent leurs investigations et analysent le bornage téléphonique de Nicolas. Et puis on se rend compte avec la géolocalisation du téléphone de Nicolas qu'il s'est rendu à Arcachon, à une date qui correspond à la disparition de Stéphane. Le fait qu'il se soit rendu à Arcachon où on retrouve la voiture, le fait qu'on retrouve sur ses comptes bancaires des billets de 500 €, voilà, pour nous, il était de plus en plus évident que Nicolas était impliqué dans la disparition de Stéphane.
Alors que tout converge vers Nicolas, les enquêteurs le placent en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire le 23 octobre 2012. C'est lorsque nous commençons à lui présenter les éléments sur son compte bancaire, sur son téléphone, que là, effectivement, il demande à faire une pause et à la reprise de la déposition. À ce moment-là, il passe directement aux aveux. Poussé dans ses retranchements, Nicolas reconnaît qu'il y avait bien une histoire d'argent entre Stéphane et lui. Nicolas nous apprend que dans le courant du mois de janvier ou de février 2012, Stéphane lui a apporté différentes affaires parce qu'il craignait une descente de police chez lui. Et donc dans différentes affaires, il y avait notamment donc, une enveloppe contenant des billets de 500 €, représentant une somme de l'ordre de 10 000 €, et puis vraisemblablement une arme, et des munitions. Un arrangement est passé entre les deux hommes. Nicolas touchera une commission s'il arrive à blanchir le contenu de l'enveloppe. Il va y avoir pour Nicolas la possibilité de gagner 100 € par billet de 500 € écoulé. L'origine de ces 500, de cette enveloppe n'est pas une origine très légale. Nicolas assure que malgré leur accord, le quinquagénaire voulait récupérer l'intégralité de son argent pour monter son entreprise. Il précise également que Stéphane est venu chez lui le 13 août pour régler ce problème. Mais la discussion a dégénéré. Nicolas reconnaît assez rapidement, ensuite, dans un deuxième temps, qu'il est effectivement que Stéphane est mort et que c'est lui qui l'a tué. Mais il laisse entendre au travers de ses déclarations que c'est de la légitime défense. Alors, que s'est-il passé chez Nicolas? A-t-il vraiment agi en légitime défense? Et que vont découvrir les enquêteurs sur la scène de crime? Le 23 octobre 2012, après plusieurs heures de garde à vue, Nicolas revient plus en détail sur les circonstances du décès de Stéphane. À en croire le jeune homme, son ami était déterminé à récupérer son argent par tous les moyens. Stéphane a sorti une arme en me disant mais quand on a une arme comme ça et qu'on la sort et on s'en sert. Et il aurait donné à ce moment-là un coup avec cette arme dans le plexus de Nicolas qui se serait quelque peu effondré et qui aurait tout de suite réagi en rentrant dans Stéphane, l'aurait fait chuter et aurait pu ainsi récupérer l'arme de Stéphane et l'aurait retourné contre lui en le frappant à coups de crosse au niveau du visage. Et c'est suite à ces coups que Stéphane aurait perdu la vie. Mais Nicolas le répète, il a agi en légitime défense. Il explique avoir ensuite abandonné le corps de son ami au fond du jardin. En état de choc, il affirme qu'il n'avait pas les idées claires. Dans la soirée, il serait revenu auprès du corps et aurait pris la décision de le faire disparaître en faisant une crémation, en le mettant sur un brûlot, un tas de branchages qu'il avait dans son jardin et d'y mettre le feu. Pendant toute la nuit, du 13 au 14 août, Nicolas alimente le brasier. Et au petit matin, l'homme récupère les restes de son ami, puis les disperse dans les vignes, à l'arrière de son jardin. Face aux enquêteurs, il explique également comment il a essayé de brouiller les pistes. Il a emmené la voiture de Stéphane jusqu'à Arcachon, donc il l'avait protégé d'un drap qu'il avait posé sur le siège, et après avoir déposé la voiture sur ce parking, il avait pris le soin de bien la nettoyer, il avait tout jeté ensuite, il avait jeté ce drap.
Le 24 octobre 2012, après 12 mois d'enquête, le juge d'instruction informe la famille de Stéphane qu'il a été tué par son ami, Nicolas. Et moi, ce jour-là, tout s'effondre. Vous apprenez finalement qu'il n'est plus là. Et puis vous vous sentez un peu comme trahi, on va dire, parce que c'est un ami à la base, parce que moi, mon père, il m'a toujours bien parlé de cette personne. J'ai toujours entendu parler de cette personne en bien et en tant qu'ami, et que là, aujourd'hui, il a gâché ma vie, en fait. Après les aveux de Nicolas, la police scientifique se rend à Coirac, sur sa propriété, afin de retrouver les restes du corps de Stéphane. Dans les vignes, dispersés à 4 endroits, près de 1500 fragments osseux sont retrouvés. C'est un travail énorme des enquêteurs parce que c'était des tout petits débris d'os. Il va y avoir, alors c'est ces restes qui vont permettre l'identification de Stéphane avec une quasi-certitude au niveau en particulier de la mâchoire. Parmi les 1500 fragments placés sous scellé, l'un d'entre eux va particulièrement attirer l'attention des enquêteurs. Il s'agit d'un morceau provenant du crâne de Stéphane. Et sur ce petit fragment, on va trouver une trace de balle, d'un tir donc. Et là, quand même, les choses, elles prennent une autre tournure. La bagarre qui tourne mal, sauf qu'il y a une trace d'un tir derrière l'oreille. Tout porte à croire que Stéphane a été abattu d'une balle dans la tête. Malgré des fouilles intensives, les policiers ne parviennent pas à retrouver l'arme du crime. Alors que Nicolas nie en bloc avoir tiré sur son ami, une reconstitution est organisée sur sa propriété. Il a eu beaucoup de difficultés à transporter le corps, ce mannequin, depuis cette zone de plantation jusqu'au brûlot. Il y avait peut-être 30-40 mètres à faire et ça lui a été difficile, mais il y est parvenu. Voilà. En revanche, il a eu énormément de difficultés à mettre le mannequin sur le brûlot, tel qu'il dit que ça s'est passé le soir des faits. Alors, Nicolas avait-il un complice? Reconnaîtra-t-il avoir abattu Stéphane? Et la préméditation sera-t-elle retenue lors du procès? Le 29 novembre 2016, le procès de Nicolas s'ouvre à la cour d'assises de Bordeaux. Alors que l'accusé martèle qu'il a agi en légitime défense, la famille de la victime espère qu'il changera de version. J'attends ce procès avec impatience parce que c'est un peu, on va dire, la clé, enfin c'est un peu la finalité de, on va dire, de cette histoire. J'attendais un soulagement et j'attendais d'apprendre réellement tout ce qui s'était passé. Obtenir des aveux et surtout répondre à cette question cruciale. Nicolas a-t-il prémédité son geste? Devant la cour d'assises, l'ambiance est pesante et tous les regards sont dirigés sur l'accusé. J'ai pas eu peur de voir Nicolas, parce que c'est pas, on n'a pas envie de baisser les yeux devant la personne qui a ôté la vie à votre père, hein, forcément. Les débats commencent avec la description des faits, sous le regard horrifié et perplexe des jurés. Comment ce trentenaire sans histoire a-t-il pu tirer sur son ami, puis brûler son corps? Prostré dans le box des accusés, Nicolas est incapable de s'expliquer. Pire, il laisse même planer le doute. Pendant l'audience, Nicolas, il a beaucoup la tête en bas.
Il a les yeux au sol, il relève très peu la tête, il se lève quand on lui demande de se lever, il s'assoit quand on lui demande de s'asseoir. Quand on lui pose des questions, il se réfugie derrière « je ne peux pas vous répondre, j'ai peur des représailles ». Nicolas refuse d'en dire davantage sur cette mystérieuse vendetta. Si les reconstitutions dans sa propriété ont laissé entrevoir qu'il aurait peut-être pu être aidé dans son projet funeste, rien dans le dossier ne vient étayer cette hypothèse. Les éléments que nous avons établis tout au long de l'enquête sur son environnement, sur ses relations, montrent que ce jour-là, il était seul. Il n'a pas eu de contact avec qui que ce soit. Il n'a pas appelé quelqu'un à la rescousse pour venir l'aider. Le 3 décembre 2016, après 5 jours de procès, Nicolas est finalement condamné à 20 ans de réclusion criminelle, assorti d'une période de sûreté de 3 ans. Alors les jurés ne retiennent pas effectivement la préméditation, ça c'est le choix des jurés qui ont éliminé, qui ont écarté cette préméditation. Moi pourtant j'ai l'impression que ça ressemble à un guet-apens. Les audiences n'ont pas permis de mettre la lumière sur les circonstances et le mobile du meurtre. Nicolas emporte avec lui de nombreux secrets. Je n'ai pas les réponses attendues. Il continue à dire qu'il dit qu'il n'était pas tout seul, mais il ne veut pas dire avec qui. C'est la haine qui m'a envahi. Voilà, j'ai passé cette semaine peinée avec mon cœur de petite fille, mais avec de la haine. Aujourd'hui, plus de 6 ans après les faits, alors que de nombreuses questions restent en suspens, les proches de Stéphane sont incapables d'avancer. Ça fait 6 ans qu'il a disparu. C'est difficile parce qu'il n'y a pas d'endroit où on peut aller se recueillir, aller lui parler. Et ça, je trouve que ça manque énormément. La douleur, elle est toujours là. Il n'y a pas un jour qui passe sans que j'y pense, forcément. Tous les jours, je me pose les mêmes questions. Mais mon deuil, non, il n'est pas fait. Je pense que quand tous les jours, quand vous pensez à ça, les larmes vous montent, quand ça vous réveille souvent la nuit, et quand non, mon deuil, il n'est pas fait. Crime spécial meurtre crapuleux se dirige maintenant à Toulouse, la capitale de l'Occitanie. À l'automne 2008, Frédéric, un motard de 25 ans, est poignardé par 2 individus qui tentaient de lui voler sa moto. Découvrez cette histoire bouleversante pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le destin tragique de Frédéric, un jeune motard de 25 ans, tué à Toulouse en 2008. L'histoire d'une agression mortelle en plein jour qui aboutira à une enquête complexe pendant près de 10 ans. La difficulté pour les enquêteurs, c'est qu'il n'y a pas d'arme du crime, la moto a été volée, il y a des témoins oculaires, mais ça va très vite. C'est une agression qui dure quelques secondes. Nous sommes à Toulouse, dans le sud-ouest de la France. 4e plus grande ville de l'Hexagone, avec ses 470 000 habitants, la capitale de la région Occitanie est surtout réputée pour son cadre de vie privilégié. On l'appelle la ville rose pour ces pierres en tuiles
qui sont assez typiques. C'est une ville assez jeune, très étudiante, donc qui a beaucoup de brassage. Et en même temps, c'est une ville où on croise aussi des quartiers un peu différents. Il y a le centre-ville qui est assez bourgeois, plutôt traditionnel, grande famille. Et puis on a aussi tout autour, à la périphérie, des cités très populaires, comme le Mirail ou les Isards, qui sont des quartiers en situation sociale difficile et où on rencontre aussi de la délinquance. Mais ce n'est pas dans les quartiers populaires qu'un drame a frappé Toulouse le 28 septembre 2008. Ce jour-là, aux alentours de 18h30, en plein cœur de la ville, sur le pont Saint-Michel, une automobiliste, que nous appellerons Sylvie, est témoin d'une scène d'une rare violence. Il y a un petit jeune motard qui est arrêté à un feu et qui se fait agresser par 2 autres gars sur un scooter. Et elle voit l'un des 2 agresseurs porter des coups de couteau au motard qui s'effondre sur le sol. Sévèrement blessée, la victime trouve toutefois la force de se relever, alors que les 2 agresseurs s'enfuient avec sa moto. Sylvie vient en aide au jeune homme. Il monte dans la voiture de Sylvie et il lui demande s'il est possible d'essayer de les rattraper pour qu'il puisse récupérer sa moto. Et une course-poursuite s'engage. Malgré leur détermination, ils perdent rapidement les fugitifs de vue. C'est alors que Sylvie réalise que le jeune homme est dans un état très préoccupant. Elle s'arrête parce que son passager commence à divaguer et à perdre conscience. Et elle appelle la police et les pompiers. Mais alors, pourquoi ce motard a-t-il été agressé de la sorte? S'agit-il d'un règlement de compte? Où se trouvait-il? Au mauvais endroit, au mauvais moment. Suite à l'appel de Sylvie, la police et les pompiers toulousains se rendent immédiatement à quelques encablures du pont Saint-Michel. Pris en charge par les secours, le jeune homme communique son identité. Il s'appelle Frédéric et il a 25 ans. Dans un second temps, il parvient à expliquer les circonstances de son agression. La victime a le temps de donner un descriptif de ses agresseurs et de dire qu'il était suivi depuis le centre-ville, depuis la place du Capitole. Et qu'à chaque feu rouge, eh bien, ils se sont arrêtés à côté de lui, à bord de leur scooter, pour lui poser des questions, lui disant « mais ta moto elle est bien, fais voir ». Et finalement, pour Saint-Michel, eh bien, ils vont carrément l'agresser, se ruer sur lui. Les passagers du scooter ordonnent au jeune motard de leur donner ses clés. Alors que Frédéric refuse, la situation dégénère. Donc qu'est-ce qui se passe? Il défend sa moto. Il défend sa moto, il ne veut pas se laisser faire, donc il récupère les clés pour pas qu'on lui pique la moto. Et on le bouscule, mais on va plus loin que le bousculer. C'est-à-dire carrément, il se défend et il y en a un des 2 agresseurs qui prend un couteau et qui le plane. Transporté d'urgence à l'hôpital Purpan, l'état de Frédéric devient de plus en plus critique. Il a fait une hémorragie interne et il est désormais entre la vie et la mort. Pour les proches de la victime, c'est la stupéfaction la plus totale. Personne n'arrive à comprendre pourquoi on s'en est pris à ce jeune homme, sans histoire. C'est un garçon qui est très aimé et qui donne beaucoup d'amour. C'est quelqu'un de discret, qui raconte peu sa vie, mais qui est toujours présent pour les autres. Chaque fois qu'on a besoin de lui, il est toujours présent. Un jeune homme dévoué qui s'est découvert dès l'adolescence une passion pour la moto. Il a un petit job, il est très sérieux, mais il ne gagne pas des fortunes. Alors il va économiser pendant des mois et des mois pour pouvoir justement se payer une moto d'occasion, avec laquelle d'ailleurs il va se rendre régulièrement à Portet-sur-Garonne, aux portes de Toulouse, où il y a un circuit pour vraiment faire du pilotage. Il touche son rêve avec cette moto, c'est vraiment sa passion qu'il commence à accomplir. De retour sur le pont Saint-Michel, les enquêteurs de la police de Toulouse font face à une scène de crime compliquée.
La difficulté pour les enquêteurs, c'est qu'il n'y a pas d'arme du crime, la moto a été volée, il y a des témoins oculaires, mais ça va très vite. C'est une agression qui dure quelques secondes. Certains témoins affirment avoir vu le visage de l'auteur des coups de couteau, car il n'avait pas de visière. Mais pour les enquêteurs, son identité reste une énigme. Quant à Frédéric, le seul à pouvoir donner plus de détails sur son agresseur, il est toujours à l'hôpital, inconscient. Le jeune motard, lui, est en train de se battre contre la mort pour se remettre de ses blessures. On a diagnostiqué qu'il avait été touché au foie, au bras. Enfin, c'est très sérieux. On ne sait pas s'il va encore s'en sortir. Le 7 octobre 2008, l'affaire prend un tournant tragique. À l'hôpital Purpan de Toulouse, après 9 jours de lutte, Frédéric, 25 ans, succombe à ses 2 coups de couteau. On bascule d'une agression, très violente certes, à un homicide. Et là, c'est plus la même chose. Là, c'est plus la même enquête. Alors, les enquêteurs parviendront-ils à retrouver les agresseurs de Frédéric? Étaient-ils déjà connus des services de police? Et qu'ont-ils fait de la moto de la victime? Dans la ville rose, en ce début d'octobre 2008, l'annonce de la mort de Frédéric suscite une importante vague d'émotions. C'est la consternation à Toulouse, et particulièrement dans le monde des motards. Il est vrai qu'à cette époque, on a beaucoup d'agressions de motards à des feux rouges. On les détrousse de leur véhicule au moment où ils sont à l'arrêt, quoi. C'est ce qu'on appelle les bike jacking. C'est la première fois où un motard meurt, est agressé mortellement. Touchées par ce drame, de nombreuses personnes viennent soutenir la famille du jeune homme. Parmi elles, Lydia, une Toulousaine qui prend l'initiative de créer l'association Stop Bike Jacking. En fait, tout ce qu'on voulait, c'était pouvoir aider la famille de ce petit motard qui était très, très discrète, très silencieuse. Et on voulait qu'elle se sente soutenue et qu'elle ait du monde derrière elle pour avoir du poids, pour pouvoir faire entendre sa parole. Mais très vite, l'émotion laisse place aux représailles. De nombreux motards se sentent pris pour cible et expriment leur colère sur les réseaux sociaux. Là, ça part dans tous les sens. Il y a les menaces qui commencent à arriver. Moi, désormais, je ne descends plus si je ne suis pas armé. Le premier qui s'approche de moi, je tape d'abord, je pose la question après. Ou on va faire des tours dans les quartiers sensibles, un peu à la... Je ne sais pas, comme si on voulait remettre les ratonnades des années 60 en circuit, à la mode. C'était affolant. Afin de canaliser toute cette violence et de faire pression sur les pouvoirs publics, Lydia organise plusieurs rassemblements avec son association. Le plus important d'entre eux a lieu le 18 octobre 2008. Ce jour-là, plus d'1 millier de manifestants bloquent les rues de Toulouse. Il y a de plus en plus d'agressions pour des scooters ou des motos. On n'était pas encore arrivé à mort. Il y a un stress quand même, on s'attend à chaque feu rouge, donc à un stop, n'importe quand, à être agressé, quoi. En parallèle de ces manifestations, les policiers toulousains redoublent d'efforts afin de retrouver les agresseurs de Frédéric et d'apaiser les tensions. Les enquêteurs ne tardent pas à rapprocher cette agression à celles qui se produisent à cette époque-là régulièrement dans Toulouse, d'autant que la moto qui a été dérobée est un modèle très prisé à cette période par les voleurs. Le 12 décembre 2008, soit 2 mois après les faits, les enquêteurs procèdent à l'interpellation de 2 mineurs dans le quartier populaire de Bagatelle. 3 jours avant l'agression de Frédéric, ces derniers avaient volé une moto similaire à la sienne. Les 2 jeunes gens qui sont interpellés sont déjà assez connus des services de police pour des vols, des agressions.
et parfois même des tentatives d'extorsion. Et ce qui est très étonnant, c'est que l'un d'eux va même communiquer lors de sa garde à vue le numéro de la plaque minéralogique de la moto du jeune motard. Pour la police judiciaire, le témoignage de ce jeune homme de 16 ans, que nous appellerons Yacine, est plus que troublant. Mais ils sont également intrigués par le profil de Farid, son complice présumé. Âgé de 17 ans, il est en échec scolaire et décrit comme très impulsif. L'expert psychiatre va expliquer que la violence est pour lui l'une des seules manières d'expression et de réalisation. Donc évidemment, compte tenu de l'agression mortelle de Frédéric, il a le profil d'un possible meurtrier. D'autant que des témoins disent l'avoir reconnu, qu'il a le même visage que l'agresseur, dont on dit qu'il a des gros sourcils, un nez épaté, et vraiment plusieurs témoins attestent que oui, c'est bien l'homme qui a porté des coups de couteau à Frédéric. Suite à leurs interrogatoires, les deux suspects sont mis en examen pour meurtre et placés en détention provisoire. Mais contre toute attente, ils sont finalement relâchés 6 mois plus tard, faute de preuves. On se rendra compte que ça ne peut pas être eux. C'est la raison pour laquelle, bien évidemment, ils seront remis en liberté et l'enquête devra se poursuivre vers d'autres individus. 1 an après le meurtre de Frédéric, les enquêteurs retournent à la case départ. Alors, parviendront-ils à rassembler de nouveaux indices pour faire avancer les recherches? Et si Farid n'est pas l'auteur des coups de couteau, pourquoi a-t-il été reconnu par les témoins? À Toulouse, les investigations de la police judiciaire vont durer plusieurs années avant de déboucher sur une nouvelle piste intéressante. Ou plutôt, sur une rumeur de quartier. Il y a un homme dans une cité qui va parler de cette agression. Il va s'en vanter comme étant l'auteur de ce bikejacking. Ce jeune homme, que nous appellerons Malik, intéresse de très près les enquêteurs. 2 ans et demi après le meurtre de Frédéric, le 12 avril 2011, il est interpellé et placé en garde à vue. Ils se rendent rapidement compte que c'est un fanfaron qui se met en avant pour asseoir sa petite réputation de caïd de quartier. Alors que les policiers s'imaginaient déjà vivre une nouvelle désillusion, Malik leur fait une révélation des plus intéressantes. Il dit bien que ce n'est pas moi. On m'a raconté la manière dont cette agression s'est déroulée, mais ce n'est pas moi. Il va leur dire qu'il a vu partir 2 jeunes le jour de l'agression à bord d'un scooter. Un scooter assez particulier puisque le pot d'échappement est inversé. Ce signalement correspond aux déclarations des témoins le jour du meurtre. Malik n'a pas pu inventer ce détail. Le jeune homme leur livre également l'identité des 2 personnes qu'il accuse. Selon lui, Ahmed, 19 ans, serait le conducteur du scooter et Ilyes, 21 ans, son passager, est l'auteur des coups de couteau. Ils se rendent compte que le plus âgé des 2 comparses a des traits assez ressemblants avec l'un des 2 mineurs qui avait été interpellé au début de l'affaire, à savoir qu'il a des sourcils assez fournis et un nez épaté. Et donc, lui aussi a le physique qui correspond au témoignage des gens le jour de l'agression sur le pont Saint-Michel. De plus, les enquêteurs s'aperçoivent que leurs 2 nouveaux suspects sont déjà connus des services de police pour plusieurs délits. La personne que je défends, à ce moment-là, elle a été condamnée à 3 reprises, en 2005 ou 2006, pour des faits de vol avec dégradation. Tout ça par le tribunal pour enfants. Un jeune garçon qui a dû aller voler une bicyclette en cassant le cadenas. Pas plus. Si Ilyes a commis de petits larcins, cela n'en fait pas pour autant un meurtrier. Afin d'en avoir le cœur net, les policiers procèdent à son interpellation
ainsi qu'à celle d'Ahmed, son complice présumé. Un véritable choc pour leur compagne. À ce moment-là, ça fait quoi? Ça fait 1 an qu'on est ensemble. C'est quelqu'un justement de très posé, très calme, très patient, qui n'aime pas se montrer en spectacle, qui n'aime pas les disputes. Je ne l'ai jamais vu se bagarrer dans la rue, jamais un mot plus haut que l'autre. Je sais pas, très poli, très posé. Ilyes semble avoir tourné le dos à son passé crapuleux et aspire désormais à réussir professionnellement. Il a travaillé à la mairie de Toulouse, au service des élections. Il a travaillé dans le bâtiment. Enfin, il a fait plusieurs missions intérimaires. Oui, c'est quelqu'un d'inséré dans la vie. Ahmed n'aurait lui non plus aucun rapport avec le meurtre de Frédéric. Sa compagne assure que le jeune homme handicapé à la jambe n'était pas en capacité physique d'accomplir un tel acte. À ce moment-là, il est très diminué physiquement et meurtri psychologiquement parce qu'il a eu un accident de la voie publique quelques mois auparavant. De plus, il n'aurait pas le profil d'un homme violent. C'est toujours quelqu'un qui apaise, moi la première. Il a toujours le mot pour tempérer. Il n'aime pas du tout les histoires, les on-dit. Tant qu'il peut éviter, c'est parfait. C'est quelqu'un de très serviable. Et ça, tout le monde le dira. Malgré les descriptions élogieuses de l'entourage d'Ilyes et d'Ahmed, les enquêteurs décident d'analyser le bornage de leur téléphone portable pour la journée du 28 septembre 2008. Ça a pu permettre de mettre en évidence qu'ils étaient bien sur les lieux de l'agression le jour de l'agression et qu'ils étaient aussi ensemble. Et les policiers parviennent à mettre la main sur un SMS que l'auteur présumé de l'agression a envoyé à son frère. Ce mystérieux SMS est-il en lien avec l'agression? À son tour, le frère d'Ilyes est convoqué dans les locaux de la police judiciaire. Et il va finir par reconnaître que son frère lui a adressé un SMS pour lui demander s'il avait une possibilité de cacher une moto dans un endroit sûr. Ce n'est pas tout. L'homme leur fait un autre aveu, tout aussi déconcertant. Il va révéler aux policiers que lorsque l'annonce de la mort de Frédéric est rendue publique par la presse locale, eh bien que son frère s'est décomposé. Et donc, évidemment, s'il se décompose, pour les policiers, c'est sans doute qu'il a quelque chose à voir dans ce décès. Alors, les enquêteurs toulousains tiennent-ils enfin les vrais coupables? Ou vont-ils faire face à une nouvelle déconvenue? Ilyes et Ahmed reconnaîtront-ils les faits? Le 28 avril 2011, après 15 jours de détention, les deux meurtriers présumés de Frédéric sont finalement relâchés, mais restent mis en examen. Bien que remis en liberté et sous contrôle judiciaire, eh bien ces jeunes ne se rangent pas pour autant des camions, hein. Ils sont mêlés à plusieurs reprises dans des affaires de trafic de stupéfiants et de consommation. Pourtant, selon l'avocat d'Ilyes, ces activités illicites ne peuvent en aucun cas être reliées aux faits qu'on leur reproche. Ils vont commettre quelques délits, pas d'une gravité particulière, et qui n'ont aucun rapport avec notre histoire de vol de moto. Toujours est-il que cette remise en liberté est un énorme coup dur pour les policiers. Ils sont dans l'obligation d'étayer au plus vite le dossier d'instruction. Ils vont sans relâche tenter de retrouver la moto, mais c'est très compliqué parce qu'on se doute que cette moto-là peut être cachée, a peut-être été entre-temps repeinte, peut-être déjà revendue sous forme de pièces détachées. Ils vont essayer également de savoir si à travers des resellers, ils pourraient retrouver les auteurs de ce crime.
À la recherche de cette pièce à conviction, les policiers fouillent plusieurs caves dans le quartier d'Ilyes et Ahmed. Sans succès. Ils étendent alors leurs recherches au-delà de Toulouse. On leur parlera à un moment donné d'un garage d'Albi qui aurait pu racheter l'engin maquillé. Ils vont se mettre en planque devant l'établissement, mais ça ne va rien donner. Malgré les moyens déployés, la moto de Frédéric ne sera jamais retrouvée. Une fois encore, les enquêteurs toulousains se retrouvent face à un mur. On comprend assez rapidement qu'il se passe des choses, mais qu'il y a une omerta, une loi du silence qui s'impose. Au fil de cette enquête laborieuse, les années passent, mais le destin tragique de Frédéric reste dans toutes les mémoires. Même si après ça se calme, même si l'association après, on l'a arrêté parce qu'il n'y avait plus de badjacking, parce qu'on n'avait plus aucun intérêt à bouger là-dedans, on avait fait ça que pour le coup de feu, on y pense quand même, ça laisse forcément des traces. Quand on entend parler, il y a eu un accident comme ci ou un braquage comme ça revient, ça remonte. Et on se dit, où ils en sont? Où est-ce qu'on en est? On n'en entend plus parler. Est-ce qu'ils les ont chopés, les mecs? Est-ce qu'ils les ont condamnés? Contre toute attente, au mois d'octobre 2016, après 8 ans d'enquête, la juge d'instruction estime qu'il y a suffisamment d'éléments dans le dossier pour renvoyer Ilyes et Ahmed devant la cour d'assises de Haute-Garonne. Alors, quelle sera l'issue de ce procès? Les deux accusés reconnaîtront-ils les faits? Le 25 juin 2018, le procès des meurtriers présumés de Frédéric s'ouvre au tribunal de Toulouse. Alors qu'ils sont jugés pour vol avec violence ayant entraîné la mort, Ilyes et Ahmed, accompagnés par leur famille, semblent sereins. On arrive confiant, on croit en la justice. On se dit qu'on est en France, qu'il y a une justice et que la vérité va éclater et que, oui, bien sûr, qu'on va être acquitté. Mais pour les proches de Frédéric, cette audience est une nouvelle épreuve à surmonter. D'autant plus qu'au fil des témoignages, l'atmosphère devient irrespirable. C'est une ambiance très particulière, c'était très électrique. Du côté des accusés, on a ressenti une violence extrême, des regards, des propos assez agressifs. Il y a énormément de pression sur certains témoins qui sont revenus sur leurs déclarations de manière totalement impromptue, en se demandant ce que ça pouvait venir faire. Dans cette ambiance délétère, Malik, le témoin clé de l'enquête, change finalement de version. Il va expliquer qu'en vrai, s'il a chargé les deux accusés, c'est par vengeance personnelle, parce qu'il sort avec la sœur de l'un d'eux et que ce dernier elle lui a fait des remarques et que c'était tendu entre eux, et puis aussi parce que le second lui doit de l'argent. Donc c'est pour ça qu'il les aurait accusés. Après ce coup de théâtre, les avocats de la défense s'engouffrent dans la brèche et mettent en avant l'absence de charges contre leurs clients dans le dossier. La défense va, entre guillemets, appuyer là où ça fait mal. C'est-à-dire, ils vont utiliser ce que eux considèrent comme des failles dans l'enquête. La moto n'a jamais été retrouvée, l'arme n'a jamais été retrouvée, l'absence de témoins oculaires fiables. Il est vrai qu'aucun d'entre eux n'a formellement reconnu les deux accusés. Le 28 juin 2018, après 4 jours de procès, la cour d'assises de Haute-Garonne s'apprête à rendre son verdict. La tension est à son comble. On comprend qu'il va se passer quelque chose parce que les forces de l'ordre, des policiers, se positionnent dans la salle d'audience. Et ils sont plus nombreux que d'accoutumés. Donc, quand il y a autant de policiers dans une salle d'audience, c'est qu'on s'attend en général à un verdict qui va être contesté.
Alors qu'ils espéraient ressortir libres du tribunal, Ilyes et Ahmed sont finalement condamnés à 20 ans de prison. Malgré l'absence d'aveu, la justice a estimé qu'il y avait suffisamment d'éléments pour les déclarer coupables. Leurs proches crient à l'injustice, sont en colère, certains pleurent. Les deux accusés sont sous le choc, ne s'attendaient pas à ce verdict-là. Leurs avocats avaient plaidé l'acquittement et les voilà condamnés à 20 ans de réclusion criminelle. Pour les parties civiles et la famille de Frédéric, ce verdict est au contraire un immense soulagement. Elles connaissent d'identité des personnes qui ont donné la mort à leur fils. Et que ces personnes-là, donc, ont été punies pour ce qu'ils ont fait. Voilà. Ilyes et Ahmed ont fait appel de la décision de la justice et restent à ce jour présumés innocents. Aujourd'hui, plus de 10 ans après la disparition de Frédéric, les proches du jeune motard vivent toujours dans la douleur. Et si la date de l'appel n'est pas encore fixée, l'échéance de ce nouveau procès les empêche encore plus d'avancer. L'absence de Frédéric, c'est toujours un poids considérable. Et la remise en question du verdict, c'est une difficulté supplémentaire. Donc elles ne sont pas encore, à mon avis, en situation de se projeter dans l'après. Crime spécial meurtre crapuleux se rend dans l'ouest de la France, à Nantes. Dans la cité des Ducs de Bretagne, à la veille de Noël, le corps sans vie de Roland, 57 ans, est retrouvé dans sa voiture. Découvrez ce document inédit pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire macabre de Roland, un quinquagénaire tué dans de troublantes circonstances. Un meurtre survenu en 2013, quelques jours seulement avant Noël, et qui plongera toute une commune dans la tourmente. Ça a été le coup de tonnerre dans un ciel bleu. Et quand je dis le coup de tonnerre, c'est vraiment comme une espèce de tornade qui s'est emparée de tout le monde. Nous sommes à Nantes, dans les Pays de la Loire. Grâce à sa centaine de parcs et de jardins, ainsi qu'à son effervescence artistique, la commune arrive régulièrement en tête du palmarès des villes françaises où il fait bon vivre. Nantes, c'est un peu notre capitale régionale. Il y a beaucoup d'activités économiques, administratives, culturelles. À Nantes, c'est l'agglomération phare de la Vendée. C'est la grande ville, juste de l'autre côté de la Loire. Mais le 21 décembre 2013, un événement va faire mentir le palmarès de la ville. Il est 18h, lorsque les habitants d'un quartier populaire de Nantes sont intrigués par de la fumée qui semble s'échapper du coffre d'une voiture. Les pompiers sont appelés pour une voiture qui brûle dans le sud de Nantes, un cabriolet. Immédiatement, les pompiers nantais prennent la direction de la rue de la Gilarderie, un secteur de la ville parfois agité. C'est un coin un peu compliqué, un peu dur, un peu obscur. Malgré tout, les soldats du feu sont loin d'imaginer ce qui les attend en réalité. Quand les pompiers arrivent, ils découvrent dans le coffre de la voiture un homme nu et donc à moitié calciné. Alors, que s'est-il passé dans cette rue de Nantes? Quelle est l'identité de la victime? Et pourquoi a-t-elle subi
un tel sort. Quelques minutes après l'arrivée des pompiers, la police judiciaire de Nantes est dépêchée sur place. Après avoir bouclé la scène de crime, ils découvrent à leur tour la victime, à moitié calcinée. Le corps porterait des traces de coups de couteau. C'est les premières infos qu'ont les pompiers et les forces de l'ordre. Les enquêteurs fouillent les environs, mais ne retrouvent aucun élément probant. Face au peu d'indices dont ils disposent, il est primordial pour l'enquête d'identifier au plus vite la victime. 24 heures plus tard, à partir des analyses dentaires et des plaques d'immatriculation de la voiture, les enquêteurs obtiennent enfin un nom. Très vite, finalement, le corps est identifié. On sait que c'est Roland, élu vendéen de la commune d'Esnay. Pour les proches de Roland, l'annonce de son décès est aussi incompréhensible que bouleversante. Aussitôt averti du meurtre, Philippe, un ami de longue date, s'empresse de téléphoner à la fille de la victime afin de lui apporter son soutien et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je dois dire que ça m'a estomaqué, excusez l'expression, ça m'a vraiment estomaqué. Donc ça a été d'abord l'incompréhension, et puis ensuite, quelque part, le peu de détails qu'elle m'a donné, ça a été le rejet. Je me dis, mais c'est pas possible, pas lui. Ma première réaction, c'est le mauvais canular d'avant Noël. J'y crois pas du tout. Et puis la personne que j'ai au bout du fil, qui a un contact sur la zone, me dit « mais si, c'est pas une blague, il s'est passé un truc ». À Esnay, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. D'autant que Roland, conseiller municipal depuis 5 ans, était connu de tous dans cette commune de 9000 habitants. Quand on a appris ça, c'est vrai que ça nous a suffoqués quand même, parce que connaissant comment il était, un homme très gentil, abordable, alors c'est vrai qu'on a été très très surpris. Lui aussi sous le choc, Bernard, le maire d'Esnay, est dans l'incompréhension la plus totale. Il y a manifestement plein de pourquoi qui se posent, auxquels à cet instant, je n'ai absolument pas de réponse. On est tous, on est nombreux en tout cas à se demander ce qui arrive là. Ce meurtre intervient d'ailleurs en pleine campagne pour les prochaines élections municipales. Roland était sur la liste donc, de l'opposition en fait. Donc oui, forcément, face à cette nouvelle, ça a été mis en sommeil pendant quelques temps parce que voilà, le choc, le traumatisme... Le 22 décembre 2013, au lendemain de la découverte du corps, le médecin légiste rend ses conclusions. Les enquêteurs de la PJ apprennent alors que la victime est décédée le 20 décembre, dans de terribles circonstances. On sait qu'il y a eu 2 coups de couteau et qu'ensuite il a été transporté mort dans la voiture. C'est ce qui transparaît au départ. Face à ces éléments, les proches de Roland sont de plus en plus stupéfaits. Toute cette funeste mise en scène ne correspond en rien au quotidien et à la vie de l'homme de 57 ans. C'est très violent, c'est très violent. On imagine tout et n'importe quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Je ne comprends pas. Parce que ni la personnalité de Roland ne correspond à ça, enfin de mon point de vue, ni le lieu. Alors, pourquoi cet élu vendéen a-t-il été victime d'un crime aussi violent? Roland avait-il des secrets? Et que vont découvrir
les enquêteurs de la PJ. Le 30 décembre 2013, 10 jours après la disparition de l'élu vendéen, les obsèques de Roland sont célébrées en l'église d'Esnay. C'était un grand moment d'émotion. J'ai pris la parole bien volontiers, comme d'autres. Pas pour glorifier Roland, il ne l'aurait pas du tout apprécié. Mais pour peut-être expliquer qu'il peut... Enfin, je ne sais pas si j'ai réussi, mais qu'aux hommes les plus simples, les plus serviables, les plus gentils, il peut arriver aussi des choses terribles. Très affectés par l'événement, les habitants de la commune ont répondu présents, en nombre. Tous les gens qui étaient là, il y en avait beaucoup qui pleuraient. Il y a eu aussi alors quelque chose qui était extraordinairement émouvant, c'est quand un de ses frères a parlé de ce qu'il était, et depuis le moment où il a commencé à parler, quoi. Et ça, je ne l'oublierai jamais. À Nantes, en parallèle de ces obsèques, les enquêteurs s'interrogent sur le profil de la victime. Originaire d'Esnay, l'enfant du pays commence sa vie professionnelle en tant qu'instituteur. Puis au début des années 2000, il devient conseiller pédagogique au rectorat de Vendée. C'est à l'époque qu'il fait la connaissance de Philippe. C'était un garçon qui était réservé mais empathique. C'était un garçon qui savait prendre ses responsabilités. Et quand il disait quelque chose, c'était toujours extrêmement pensé, bien dit et pas fait pour blesser la personne qui avait en face. Si la carrière de Roland est une franche réussite, son mariage est un échec. En 2013, il est séparé de sa femme, avec qui il a eu 2 enfants. Roland était quelqu'un qu'on pourrait imaginer, qu'on imaginait d'ailleurs, ayant même séparé une vie paisible avec ses enfants qu'il voyait régulièrement. D'un naturel pudique, Roland n'aime pas être aux avant-postes, et cela, même dans son travail. Roland, nous, on le connaît comme un conseiller municipal, voilà, qu'on croise à la table du conseil, mais c'est un élu de l'ombre. C'était vraiment quelqu'un qui restait à sa place, en fait, qui apportait ce qu'il pouvait apporter, mais sans se mettre en avant, quoi. Discret en public, l'homme de 57 ans s'exprime pleinement à travers ses passions pour la nature et les animaux. Il aime les chiens, et notamment le Shetland, et puis les chevaux. Les chevaux, il possédait d'ailleurs un cheval de course. Et puis alors, mais ça, est-ce que ça faisait partie de ses priorités? Peut-être pas, mais c'était un amoureux des fleurs. Et le jardin qu'ils avaient à Esnay, c'était, on aurait dit presque un jardin comme on en voit de si beau en Angleterre, mais avec plus de fleurs. De leur côté, les enquêteurs de la PJ interrogent les proches de Roland afin de retracer ses dernières heures. Et un élément va particulièrement retenir leur attention. Les enfants de la victime racontent que le 20 décembre, alors sans nouvelles de lui depuis quelques heures, ils ont reçu plusieurs SMS de leur père. Sauf que là, c'est le premier signe qui inquiète, c'est que les SMS sont truffés de fautes d'orthographe. Je ne vois pas Roland écrire quoi que ce soit truffé de fautes. Non, c'est pas possible. Pas lui. Donc, on voit bien que l'histoire est trouble. Persuadés de tenir une piste, les policiers nantais poursuivent leurs investigations.
Très vite, les enquêteurs se penchent sur les factures détaillées du téléphone, ce qu'il y a à l'intérieur des ordinateurs, comme chaque enquête. Et très vite, on remonte sur le fait que Roland fréquente les sites de rencontres. Qu'il a effectivement eu plusieurs rendez-vous avec des hommes. Alors, Roland avait-il réellement une double vie? Est-ce en lien avec son meurtre sordide? Et qui est cet individu qui se serait emparé de son téléphone? Dans les locaux de la police judiciaire, les enquêteurs nantais décortiquent les échanges Internet de Roland sur ses différents sites de rencontres. Rapidement, le profil d'un homme sort du lot. Il s'agit d'un certain Souleymane, 22 ans. Il résulte que Roland échange énormément avec Souleymane, beaucoup d'échanges de textos, des mails. On s'aperçoit qu'ils se sont rencontrés plusieurs fois sur Nantes, que la relation dure depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Une découverte à laquelle personne ne s'attendait. Pourtant, depuis des mois, cet homme discret et réservé entretenait bel et bien une double vie. Ça a été le coup de tonnerre dans un ciel bleu. Et quand je dis le coup de tonnerre, c'est vraiment comme une espèce de tornade qui s'est emparée de tout le monde. Et c'est vrai qu'après, en réfléchissant, parce que ça travaille un petit peu, on se dit, finalement, je sais peu de choses de Roland. Parce que, il avait sa vie. Pour moi, c'était quelqu'un de sans histoire particulière. Les relations homosexuelles de Roland ne sont pas les seuls secrets dévoilés au grand jour par l'enquête. Au cours des semaines précédant sa mort, le quinquagénaire a dépensé entre 4 000 et 5 000 euros sur divers sites marchands. On voit que Roland a fait d'importants achats. Visiblement, ses proches disent rapidement que ce n'est pas dans l'habitude du personnage, qu'il aurait même fait opposition à sa carte bancaire. Il y a une chose que je peux affirmer, c'est que Roland n'était pas un flambeur. Et je le sais même pour sa passion pour les chevaux. Il avait la passion du cheval et non pas la passion de tout ce qu'il y a autour. Quand on fait des paris sur les chevaux, qu'on gagne du fric ou pas de fric, etc. Non. Les achats massifs de Roland sont-ils alors en lien avec son meurtre? Les enquêteurs mettent tout en place pour lever le doute. On ne retrouve aucun achat chez Roland, ses proches n'ont aucune idée de où est-ce que les objets auraient pu aller. Après vérification, la brigade de la police judiciaire réalise que c'est l'adresse de Souleymane qui est utilisée pour chacune des commandes. Sans plus attendre, les enquêteurs perquisitionnent le domicile nantais du jeune homme. On retrouve les objets justement qui avaient été commandés par Roland, avec qui plus est quelques petites taches de sang. Donc là, le faisceau de preuves s'abat au-dessus de la tête de Souleymane. L'étau se resserre encore plus sur Souleymane lorsque les analyses scientifiques établissent que le sang retrouvé est bien celui de la victime. Absent lors de la perquisition de son appartement, le suspect numéro 1 reste introuvable. L'APJ met alors tout en œuvre pour le localiser. Il est finalement très vite interpellé, puisque 10 jours après, il est interpellé dans un hôtel de la banlieue nantaise, l'hôtel où travaillait sa compagne. Alors, qui est ce mystérieux jeune homme? A-t-il joué un rôle dans le meurtre de Roland? Et que va-t-il révéler lors de sa garde à vue? Le 2 janvier 2014,
Tandis que Souleymane est placé en garde à vue à la PJ de Nantes, les enquêteurs comprennent rapidement que le jeune homme revient de loin. Délaissé par ses parents, il a grandi en Côte d'Ivoire, alors en proie à un conflit armé. Il aurait été donc enfant soldat, donc confronté à une violence inouïe pour le coup, donc en tant que témoin et certainement acteur du coup de faits extrêmement violents qui viennent marquer la vie psychique du sujet, et en même temps l'abandon des parents. Donc pas de repère ou de socle familial, donc effectivement on se construit avec ce dont on dispose et en l'occurrence ce dont on ne dispose pas. D'après la psychologue Gina Baumard, cette enfance empreinte d'atrocités a pu lui causer de nombreux traumatismes. Ce sont des personnes qui généralement ont une intolérance à la frustration, donc ils projettent énormément d'attentes chez l'autre, mais si cette personne-là ne répond pas à la hauteur donc, des attentes, ça génère une extrême violence. C'est à l'âge de 14 ans que Souleymane débarque en région parisienne et retrouve ses parents, arrivés peu de temps auparavant. Mais entre eux, les rapports sont chaotiques et le jeune homme part s'installer à Nantes quelques années plus tard. C'est dans cette ville qu'il rencontrera une jeune femme que nous appellerons Anna. Mais sans papier, sans emploi, Souleymane n'arrive pas à se reconstruire. C'est un homme un peu perdu, qui vit à Nantes, qui peine à assumer son homosexualité, qui va être papa et qui a peur de cette paternité, qui ne sait pas trop comment faire pour subvenir aux besoins et du couple et de la future famille. Interrogé par les enquêteurs sur sa relation avec la victime, Souleymane explique que cela fait près de 2 mois qu'il fréquente Roland. Puis contre toute attente, il avoue spontanément le meurtre et sa préméditation. À en croire le jeune homme, c'est une voiture et un désir d'argent facile qui seraient à l'origine du crime. Je crois même qu'il avait posté une petite annonce pour vendre la voiture de Roland. Donc lui, il était dans cette démarche-là. Je prends l'argent, je commande des objets, je vends la voiture. Je pense que c'était l'escalade. Voilà, il avait besoin d'argent, il avait trouvé en Roland le moyen de lui en fournir et que finalement, il se doutait que Roland n'aurait pas voulu puisqu'il avait fait opposition à sa carte bancaire. Il sentait bien que peut-être que la relation de confiance commençait à s'étioler et qu'il allait se retrouver acculé. Face aux policiers, Souleymane raconte que déterminé à tuer Roland, il lui a donné rendez-vous chez lui le 20 décembre 2013. Le jeune homme a alors porté 2 coups de couteau à son amant, puis a emmailloté son corps dans un drap. Souleymane explique ensuite qu'il a mis la victime dans le coffre de sa voiture, puis le lendemain matin a déplacé le véhicule jusqu'à la rue de la Gilarderie. Ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'il est revenu sur les lieux pour faire disparaître les preuves. Donc très vite, oui, il passe aux aveux, avant d'y revenir quelques semaines plus tard, en disant que c'est une voix qui lui a ordonné de tuer Roland. Est-ce que c'est au moment pour se dépatouiller d'une situation qui lui échappe? Est-ce que c'est pour éviter la préméditation devant ses juges? Ouais, ça n'a jamais été vraiment creusé. Parce que les expertises n'ont jamais montré qu'il y avait un souci particulier. Souleymane a-t-il vraiment tué Roland dans un coup de folie? Ou alors parce qu'il ne pouvait plus obtenir d'argent de lui? Pour les proches de la victime, de nombreuses questions restent en suspens. C'est bien sûr un crime crapuleux. Mais je ne suis pas convaincu que ce crime crapuleux était décidé par une seule personne. Je ne vois pas quel intérêt aurait quelqu'un, même sans foi ni loi, à éliminer son bailleur de fonds. Cette piste d'un éventuel crime à plusieurs mains ne sera jamais établie par l'enquête.
La garde à vue d'Anna, la compagne du jeune Ivoirien, n'apportera d'ailleurs aucun élément nouveau. Très rapidement, il ressort de ses auditions qu'elle ne savait pas la relation qu'entretenaient Souleymane et Roland. Elle n'était pas du tout au courant. Par contre, en revanche, elle sera vraiment poursuivie pour le recel, puisqu'elle a profité des biens achetés via la carte de Roland par Souleymane. Le jeune Ivoirien est mis en examen pour homicide volontaire et dégradation de biens. C'est un soulagement pour tout le monde et surtout parce qu'on ne comprenait pas la raison véritable de ces atrocités ou de cette atrocité. Donc là, on se dit, tant mieux, va y avoir une justice, quoi. Alors, Souleymane va-t-il maintenir ses déclarations lors du procès d'assises ou fera-t-il à nouveau volte-face? La préméditation sera-t-elle retenue? Le 9 mai 2016, s'ouvre devant la cour d'assises de Nantes le procès de Souleymane. 2 ans et demi après la mort de Roland, la famille et les proches de la victime attendent beaucoup de cette semaine d'audience. D'abord que le coupable soit reconnu comme tel et que la justice fasse son œuvre. Tandis que Souleymane a été jugé pénalement responsable de ses actes par les experts psychiatriques, le principal enjeu de ce procès est de définir si l'homme de 24 ans a prémédité ou non le meurtre de Roland. Pendant une semaine, les débats se concentrent alors sur les circonstances, parfois floues, de ce crime, mais également sur la personnalité des 2 protagonistes de cette affaire. Appelée à la barre, la famille de Roland ne tarit pas d'éloges sur le conseiller municipal. Ce qui ressort de l'audience, c'est le témoignage de son ex-épouse qui brosse le portrait d'un homme humaniste. Et j'ai le souvenir aussi que ces 2 enfants avaient avancé à la barre ensemble, main dans la main, et que ça avait été un moment assez fort devant le tribunal. Oui. Pour les proches de la victime, ces interventions ont été cruciales au vu du contexte violent dans lequel l'homme de 57 ans a perdu la vie. Ils ont aussi témoigné pour être sûrs de remettre l'image de leur père en perspective. Et c'est cette image-là d'ailleurs qui doit rester. On l'avait remis dans ce qui est son intégrité et dans la valeur morale, je dis bien la valeur morale qu'il avait. Le 13 mai 2016, après une semaine de débat, pendant laquelle Souleymane est resté impassible, le verdict tombe. Le ministère public avait requis 30 ans. Finalement, Souleymane écopera de 25 ans de prison, sachant que la préméditation a été retenue. À cette condamnation s'ajoute une interdiction définitive pour Souleymane de séjourner sur le territoire français. Il n'a pas fait appel de cette décision. Aujourd'hui, 5 ans après la disparition de Roland, ses proches ainsi que les habitants d'Esnay n'ont rien oublié. L'ancien conseiller municipal a laissé un souvenir impérissable dans l'esprit de tous. Je veux simplement conserver cette image qui était un peu exceptionnelle de Roland et de se dire que cette amitié qui était née avec lui, cette façon de collaborer ensemble, c'est ça qui devait continuer. Voilà. Aujourd'hui, le temps a passé, il faut songer plus à sa famille. Parce que si ça n'a pas été facile pour moi, vous imaginez ce que ça a pu être pour ses enfants, pour son ex-épouse, le calvaire qu'ils ont dû subir. Donc, voilà, il faut plutôt être, à mon avis, bienveillant avec ces personnes.